Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va essayer un nouveau truc. On va faire un retour en arrière d'un peu plus de 25 ans et on va parler du tout premier numéro de la revue Comic Box. Ça faisait en fait quelques semaines que je réfléchissais à ça et que j'avais envie de tenter quelque chose dans le genre. Alors, l'idée c'est pas de faire une critique de ce numéro de Comic Box qui en soi a pas grand intérêt. L'idée, c'est plutôt de s'en servir pour revenir sur l'actualité de l'époque, en juillet 1998, voir un peu ce qui était publié en France, un peu aussi aux États-Unis, et puis remettre les différents titres que je vais traiter dans le contexte de leur publication. Ce sera à vous de me dire si ça vous semble intéressant ou pas comme idée, et si c'est quelque chose à poursuivre dans les prochains mois avec les numéros suivants de Comic Box. Donc, on va traiter de l'actualité comics de l'époque, et puis, au passage, je dirais quand même quelques mots de tel ou tel article, ou de telle ou telle interview, évidemment. Est-ce que tout ça m'a été inspiré par le visionnage des vidéos d'Ed Piskor et de Jim Rugg consacrées à Wizard sur la chaîne Cartoonist Kayfabe? Évidemment que oui. Et donc, sans plus attendre, regardons le premier numéro de Comic Box, format comic book classique, pas très épais, il fait 52 pages, et il était vendu 25 francs, soit à la louche 3,80 €. Et c'est surtout le tout premier magazine français entièrement consacré aux comics vendus en kiosque. À l'époque, il existait des fanzines, il y avait évidemment Scars, qu'on trouvait dans quelques boutiques spécialisées, mais un magazine consacré aux comics et largement diffusé dans toute la France, ça, c'était nouveau. Et évidemment, à l'époque, je me suis empressé de l'acheter. Et faut être honnête, ce premier numéro est pas très bon. Et à mon avis, c'est absolument normal. C'est un numéro 1, créé par une équipe qui, pour autant que je sache, avait aucune expérience dans le domaine, et qui vont apprendre sur le tas à fabriquer un magazine. Et d'ailleurs, on le verra la prochaine fois, le numéro 2 est bien meilleur que celui-ci. Mais bon, faut bien commencer quelque part, et donc autant commencer par le commencement, et ce numéro, ni très joli, ni très bon, mais c'est pas grave, le principal c'est que le truc est lancé, et Comic Box va devenir un des acteurs majeurs du monde des comics en France. Et l'important, il est résumé dans l'éditorial de Fabrice Sapolsky, qui ouvre ce premier numéro. Il s'agit de créer, je cite, « le magazine professionnel que beaucoup attendaient depuis longtemps dans la langue de Molière ». Et puis, dans l'ours, à gauche, on découvrait pour la première fois des noms qui allaient devenir familiers par la suite, pour certains d'entre eux en tout cas. Fabrice Sapolsky, rédacteur en chef, Lise Benkemoun, rédactrice en chef adjointe, et puis pour les rédacteurs, Gilles Pinceau, Scooby-Doo, je crois que c'est un pseudo, Karina Rosenfeld, David Fakrikian et Xavier Fournier. Le sommaire, il est là, il n'est pas bien joli dans sa présentation, ça fait partie des choses qui seront grandement améliorées dès le numéro 2. On commence par les news du mois sur 3 pages, qui concernent essentiellement l'actualité américaine, avec des choses qui arriveront ou pas quelques temps plus tard en France. Ce qu'on lira en France, c'est Spider-Girl, au moins en partie, c'est Superman for All Seasons de Jeff Loeb et Tim Sale, qu'Urban Comics a réédité l'an dernier. C'est en partie Captain America, Sentinel of Liberty, même si, à l'époque, Panini a publié très peu de récits extraits de cette série. Par contre, ils en ont publié la plupart dans l'omnibus Captain America par Mark Waid, sorti fin 2022. Et puis, on lira évidemment en France les Wolverine écrits par Eric Larson, contrairement aux autres titres annoncés dans cet article, c'est-à-dire c'est Aquaman et sa série Nova, qui n'ont jamais été traduits, pas plus que les Young Justice
de Peter David et Todd Nauck. La seule chose à avoir été traduite, c'est le crossover Spy Boy Young Justice que Semik a publié dans la revue spéciale DC. À part ça, quelques news sur les prochains titres à paraître chez Wildstorm. Et puis, sur les problèmes que connaît le label Awesome Comics de Rob Liefeld, ça tombe mal parce que c'est juste au moment où Panini entame la publication de ses titres. On va en parler tout à l'heure. Et d'ailleurs, on annonce ici la sortie de Kaboom de Jeff Loeb et Jeff Matsuda chez Panini Comics. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Et puis, toujours concernant la France, le report du lancement de la série She de Bill Tucci chez Semik. Le numéro 1 devait sortir en juillet, il est finalement reporté au mois d'octobre. On en reparlera donc le moment venu. Et pour finir de remplir la page, on a une petite rubrique intitulée « L'équation de la création » qui présente un personnage très inspiré par d'autres. Ici, on a Captain America plus Wonder Woman plus Thor égale American Girl de chez Antarctic Press, dont j'ai jamais entendu parler. Mais en fait, en faisant mes recherches pour préparer cette émission, je me rends compte que le personnage a bel et bien existé, sauf que il s'appelait pas American Girl, mais American Woman. Le dessin qu'on voit ici, c'est une partie de la couverture du numéro 1 de American Woman, qui est daté de juin 1998, donc était sorti tout juste un mois plus tôt aux États-Unis. Du coup, je sais pas si c'est l'éditeur américain qui a changé le nom du personnage en dernière minute, ou si c'est chez Comic Box qui se sont plantés. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon, la série American Woman a eu droit à 2 numéros, et puis tout le monde l'a oublié depuis. On passe au héros du mois, autre rubrique qui met à l'honneur un personnage pas forcément très connu. Alors là, en l'occurrence, c'est Access qui est le personnage central des crossovers entre DC et Marvel qui, à l'époque, était encore en cours de publication en France avec la revue DC vs Marvel chez Semik. Et puis plus tard, on aura Unlimited Access chez Panini. Alors, le seul souci de cet article, c'est que c'est quand même le personnage le moins intéressant de toute cette histoire. C'est essentiellement un outil qui est là pour justifier la rencontre entre les univers DC et Marvel. Le personnage en soi, on s'en fout un peu. Mais au moins ça permet de parler à minima de ces crossovers. Et puis en ce qui nous concerne, avec l'annonce de la réédition de ces titres en omnibus prochainement aux États-Unis, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Autre événement en cours de publication en France, c'est les titres Heroes Reborn chez Panini, avec les séries Fantastic Four, Avengers, Iron Man et Captain America, qui ont été reprises en main par Jim Lee et Rob Liefeld. En juillet 1998, on en est à 5 numéros de chacun de ces titres. On avait une revue qui publiait Fantastic Four et Captain America, et l'autre qui publiait Iron Man et Avengers. Et l'article annonce pour le mois suivant le crossover Industrial Revolution. Et du coup, ça m'a donné envie de me repencher sur cette période que j'ai pas lue depuis 25 ans. Et je vais essayer de faire une série de vidéos sur le sujet dans les prochaines semaines. Et puis, on n'oublie pas le beau cadeau de ce numéro 1, une carte Deus 2 Chromium. Oh, tout droit sorti des studios Wildstorm de Jim Lee. Alors, en vrai, j'ai aucune idée de ce que c'est Deus 2. Et à l'époque, je devais déjà m'en foutre parce que la carte, elle n'a pas bougé depuis 1998. On passe enfin au premier plat de Résistance, une interview de Michael Turner dans laquelle il parle de sa nouvelle série aux États-Unis, mais pas encore parue en France, Fathom. En fait, même aux États-Unis, le numéro 1 n'était pas encore sorti, il allait sortir quelques semaines plus tard, et il allait faire un carton.
On a donc un texte de présentation de la série d'une page, et ensuite une interview de 3 pages menée par Liz Benkemoun. Une interview un peu générique, pas mal axée sur la promo de Fathom, mais pas que. Turner y est interrogé évidemment sur Witchblade, la série qu'il a fait connaître, sur les points communs entre les deux séries, également sur la série télé Witchblade qui était en cours de développement à l'époque, ses inspirations, etc. Un point qui m'a toujours étonné avec Turner, et c'est d'ailleurs aussi le cas avec David Finch, l'autre interviewé du mois, c'est qu'il a aucune formation en tant que dessinateur. Il a vraiment appris sur le tas, et pourtant c'est un des rares dessinateurs de l'époque qui a très vite trouvé son style qui était assez aisément reconnaissable. On peut sans doute lui reprocher plein de choses techniquement, mais ça fait aussi partie de son style, et j'aurais tendance à penser que ça fait aussi partie de son charme. On a d'ailleurs droit à un petit encart intitulé Fathom Witchblade, un air de ressemblance, point d'interrogation, qui liste toutes les ressemblances physiques entre les deux femmes. Bon, alors, franchement, on aurait pu aller encore plus vite en disant que Michael Turner dessine tout le temps les mêmes corps et les mêmes visages féminins. La seule chose qui les distingue, c'est leurs vêtements et leur coupe de cheveux. Mais bon. Un truc que j'ai découvert en relisant cette interview 26 ans plus tard, c'est qu'il existe un album musical consacré à Witchblade. Un album qui s'appelle Songs of the Witchblade, qui est effectivement sorti en 1998 sur DreamWorks Records, donc pas du tout sur un petit label. DreamWorks, c'était la société de production créée par Steven Spielberg et David Geffen, et qui avait différentes branches consacrées au ciné, aux séries télé, aux jeux vidéo et donc à la musique. Et donc, cet album Songs of the Witchblade était principalement composé par Kat Bjelland, qui était la chanteuse du groupe punk rock Babes in Toyland, et qui pour l'occasion s'est entourée de quantité de gens intéressants. On retrouve Lydia Lunch, Peter Steele, le chanteur de Type O Negative, Scott McCloud de Girls Against Boys, Marc Ribot, et un tas d'autres artistes. Si vous êtes branché musique bruyante et un peu expérimentale des années 90, c'est forcément des noms qui vont vous dire quelque chose. Du coup, j'ai un petit peu cherché. Sur Spotify, c'est pas disponible. Sur YouTube, j'ai pas trouvé l'album entier, mais on trouve au moins quelques titres, et ce que j'ai entendu, c'est carrément pas mal. Du coup, j'ai très envie de me choper ça à l'occasion, et je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Fin de la parenthèse musicale. Il y a un passage de l'interview qui m'a fait sourire, c'est quand Liz Benkemoun demande à Turner la rumeur voudrait que Sarah Pezzini soit lesbienne, qu'en dites-vous? Réponse de Turner, absolument pas, point d'exclamation, ce n'est pas vrai, point d'exclamation. C'était une autre époque. L'homosexualité dans les comics, ça restait encore globalement quelque chose de tabou. Le coming out de North Star dans Alpha Flight numéro 106, c'était 6 ans plus tôt, mais les choses n'avaient pas beaucoup bougé depuis. Et là, la réponse de Turner, avec ses points d'exclamation, on a l'impression qu'il est carrément choqué qu'on puisse suggérer que Sarah Pezzini soit homosexuelle. Concernant Fathom, Samick publiera la série à partir de février 2000, mais comme dans la foulée de ce comic box, je me suis relu l'intégralité de la première série, je me suis dit que c'était l'occasion de lui consacrer une vidéo dans laquelle je parlerai de cette première édition française, autrement dit l'édition non retouchée avec toutes ses guests, et ce sera pour vendredi.
Et si vous aimez Michael Turner, un conseil de lecture, c'est le Michael Turner Millennium Edition, publié par Wizard en 2005. C'est un bouquin qui a eu droit à sa traduction française chez Delcourt l'année suivante. J'ai jamais eu cette édition française entre les mains. Le sommaire, visiblement, il est identique à la VO. Le format aussi. Et on a donc 150 pages d'interviews sur l'ensemble de sa carrière. On a un truc qui est assez intéressant, c'est les commentaires de Turner et de Jeff Loeb sur les épisodes de Superman Batman qu'ils ont réalisés ensemble avec c'était les épisodes avec le retour de Supergirl. Et puis on a évidemment des tonnes et des tonnes de dessins avec un paquet de choses qui ont jamais été publiées ailleurs à ma connaissance. Alors ça m'a l'air un petit peu compliqué à trouver aujourd'hui, mais si vous aimez Michael Turner, vraiment ce bouquin, je vous le conseille. On passe ensuite à un article sur les X-Men à propos de leur 35e anniversaire. Alors, ça a à peu près aucun intérêt, c'est juste en fait un rapide portrait des 5 X-Men originaux. Et puis, on a un article de Xavier Fournier qui s'interroge sur l'identité du troisième frère Summers et qui réunit quelques indices qui lui permettent de conclure qu'il s'agit de Gambit. Bon, raté, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était la théorie la plus répandue. Et ça l'a été jusque à la parution de la mini X-Men Deadly Genesis en 2006 par Ed Brubaker et Trevor Hairsine. Et c'est là que faisait sa première apparition Vulcan, alias Gabriel Summers. On continue avec l'article consacré à la saga du clone, qui en France en fait venait de se conclure le mois précédent avec la mort de Ben Reilly et le retour de Peter Parker sous le costume de Spider-Man. L'article de Fabrice Sapolsky essaie de faire la synthèse de toute cette histoire depuis ses origines au début des années 70 et jusqu'à sa conclusion. Alors, c'est assez succinct, mais ça donne quand même une assez bonne idée du bordel qui a été cette période pour Spider-Man. Si vous voulez lire la version longue de cette histoire, je vous conseille absolument d'aller faire un tour sur le blog The Life of Reilly d'Andrew Goletz et Glenn Greenberg. C'est en fait une série d'articles qui date de 2008 et dans lesquels les auteurs reviennent en détail sur toute cette période, y compris et surtout sur les coulisses éditoriales de cette saga. Et c'est un truc absolument passionnant à lire. Là aussi, je vous mets le lien en description de la vidéo. En tout cas, le fait est que l'article résume quand même assez bien cette espèce de sentiment de lassitude qui me semble assez partagé à l'époque vis-à-vis de cette histoire de clone. Vraiment, il était plus que temps de passer à autre chose, là. Et d'ailleurs, j'avoue que j'ai assez peu de souvenirs de mes lectures de ce mois de juillet 1998. À l'époque, j'ai pas dû en lire des masses, soit que je les ai lus plus tard, soit que je les avais déjà lus en VO. Par contre, il y a une lecture dont je me souviens très bien, c'est le Spider-Man du mois, le numéro 18, intitulé Panique en Terre Sauvage, et qui contient les épisodes 12 à 15 de la série Sensational Spider-Man. C'est écrit par Todd DeZago, et 3 des 4 épisodes sont dessinés par Mike Wieringo, qui signe aussi la couverture. L'autre épisode à l'intérieur a à peu près aucun intérêt, et il est dessiné assez mal d'ailleurs par Josh Wood.
par contre, les 3 épisodes de Dosago et Wieringo qui se déroulent en terre sauvage, et ben là c'est un vrai plaisir de lecture. En fait, voilà, c'est le genre de plaisir de lecture qu'on n'avait plus eu beaucoup dans les séries Spider-Man les années précédentes. Le scénario, il est, ma foi, assez basique. Peter Parker est envoyé en reportage en terre sauvage qui menace d'être englouti par la fonte des glaces en Antarctique. Et à partir de là, on va avoir droit à un récit d'action non-stop. Avec évidemment Khazar et Shanna en guest. Et puis ensuite débarque une espèce d'homme poulet géant. Et ben tu as Hulk qui arrive dans la foulée. Tu as Stegron, l'homme dinosaure, qui fait son retour. Tu as des troupes armées de la Roxxon. Et puis évidemment tu as droit à tout un tas de dinosaures. Et ben en fait, ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais, c'est super fun, et en plus, dessiné par Mike Wieringo, c'est évidemment ultra dynamique, et c'est sans arrêt en mouvement. Alors, c'est pas les premiers épisodes de Sensational Spider-Man que Todd Dosago et Mike Wieringo réalisent ensemble. Ils sont arrivés sur la série quelques mois plus tôt, au numéro 7 pour Dosago et au numéro 8 pour Wieringo. Et ben, il succédait à Dan Jurgens qui avait créé la série et qui en fait est resté que 6 mois dessus. Avant ça, ils avaient notamment réalisé 2 épisodes assez chouettes, les numéros 9 et 10, où Spider-Man, Ben Reilly à l'époque, affrontait Swarm, qui s'appelait Les Saints en français. Et ben un type entièrement composé de guêpes, dessiné par Mike Wieringo, c'est forcément fun. D'ailleurs, si on revient à ces 3 épisodes en Terre Sauvage, c'est vraiment le travail de Wieringo qui fait toute la différence. Son personnage de poulet géant, par exemple, qui s'appelle Steylock, et qui va se castagner avec Hulk, ben ça m'éclate. Pareil pour ces dinosaures, ils sont à la fois quand même relativement réalistes, et puis en même temps ils ont un côté cartoon que je trouve génial. Vraiment, Mike Wieringo, c'était un très grand, et ben c'est toujours un bonheur de pouvoir se replonger dans ses œuvres. Si on revient à Comic Box, dans les marges de cet article consacré à la saga du clone, on en a un autre, signé Xavier Fournier, qui s'appelle « La véritable naissance de Spider-Man », où il revient sur un projet qui date du début des années 50, développé par Joe Simon, Jack Kirby et C.C. Beck, l'ancien dessinateur de Captain Marvel, un projet qu'ils n'ont jamais réussi à vendre à un éditeur, d'un personnage qu'ils avaient baptisé Spider-Man, mais dont en fait certains éléments ont pu servir à la création du personnage chez Marvel presque 10 ans plus tard. Alors, Xavier Fournier a sans doute manqué un peu de place pour développer davantage cet article, mais qui est quand même finalement plus intéressant que celui sur la saga du clone. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez une version qui soit davantage développée, je vais mettre en description un lien vers un article de Tom Brevoort qui entre un peu plus dans les détails de cette histoire. On enchaîne avec un article consacré au dessin animé Spider-Man de l'époque. Alors là, je vais passer très vite, j'ai jamais vu cette série. On a aussi un poster Spider-Man. Là, j'ai pas eu de signature, mais ça m'a quand même tout l'air d'être du Eric Larsen. Et puis, au dos du poster, on a le résumé de tous les épisodes du dessin animé. Et puis, en fin d'article, on a un petit hommage à
quelques dessinateurs qui ont marqué la série, et je vous laisse regarder, mais à mon avis, il y a quand même un intrus dans la liste. C'est lui. On passe à la deuxième interview du numéro, toujours réalisée par Liz Benkemoun, cette fois avec David Finch, et dans laquelle il présente sa nouvelle série, Ascension, dont le numéro 1 paraissait le même mois en France chez Semic. Là encore, comme pour l'interview de Michael Turner, on a d'abord une page de présentation de la série par Fabrice Sapolsky avant l'entretien proprement dit. À l'époque, David Finch il fait partie de l'écurie Top Cow, comme Michael Turner, et il s'est fait connaître, lui, en succédant à Marc Silvestri au dessin sur Cyberforce. Et là, il lance donc sa propre série, Ascension, qu'il a créée avec Matt Banning, alias Bat, qui lui est plus connu comme encreur que comme scénariste. À propos de la création d'Ascension, David Finch dit dans l'interview que lui et Banning ont fait le scénario en 4 heures. Et franchement, ça se voit. Et donc, Ascension en VF, c'était ça. Il y a eu 11 numéros qui réunissaient l'intégralité de la série, soit 22 numéros en VO, plus un numéro 0, qui était offert, lui, avec le numéro 2. Alors, j'avoue que j'ai même pas toute la série. Il me manque les 2 derniers numéros. J'avoue que j'ai abandonné avant la fin, mais bon, en même temps, Finch et Bat, ils ont abandonné avant moi, donc franchement, j'ai aucun scrupule. Et Ascension, en fait, c'était l'histoire de l'affrontement entre 2 peuples, les Dayaks et les Minéens, qui vivent dans une autre dimension, mais dont le combat va déborder sur Terre suite à l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Et il y a 2 humains en particulier qui vont se retrouver impliqués dans cette histoire, la scientifique Andromeda Weaver et son garde du corps, Lucien Barnes. Et tous les deux vont développer des sortes de super pouvoirs au contact des Dayaks. Et puis enfin, on a une gamine minéenne, Petra, qui, elle, va grosso modo servir de guide aux personnages et aux lecteurs pour expliquer qui est qui et quels sont les enjeux de cette guerre entre les 2 peuples. En gros. Alors, les Dayaks, c'est eux. Dans l'interview de Liz Benkemoun, David Finch parle un peu de ses inspirations pour Ascension, et il cite en particulier Clive Barker. Et quand on voit un dessin comme ça, clairement, oui, ça fait très Clive Barker, et en particulier Hellraiser, son roman qui a ensuite été adapté au cinéma avec Pinhead et les Cénobites. Là, le côté cuir et piercing, clairement, ça vient de chez Clive Barker. Et donc, dans les premiers épisodes de la série, on a droit à quelques belles pages comme ça, ou comme celle-ci, et on sent que c'est vraiment sur ce genre de planche que David Finch s'éclate à l'époque. Alors, faut pas oublier que quand Ascension sort aux États-Unis, fin 1997, Finch, ça fait à peine 3 ans qu'il dessine. Et comme Michael Turner, il a aucune formation, il a vraiment appris sur le tas lui aussi, et il est capable de signer des planches qui ont quand même vraiment de la gueule. Alors, il a évidemment énormément progressé depuis, mais on reconnaît déjà là son style propre. Côté storytelling, par contre, c'est autre chose.
Alors déjà, en dehors de ces quelques splash pages, on a surtout droit à des têtes qui parlent, et puis on a des choix un peu curieux. Par exemple, il y a cette séquence où Andromeda, à bord d'une bagnole, se fait attaquer par un Dayak, et une séquence qui se conclut quand la voiture percute un arbre de plein fouet. Et là, au lieu d'avoir une case percutante, justement, on a ce petit crowbar en haut de page où on devine vaguement que le Dayak se fait aplatir contre un arbre. Après, ce qui est intéressant, c'est que globalement, David Finch, il est conscient de ses limites. Et par exemple, plusieurs personnages dans une même case, il a du mal à respecter les proportions de chaque personnage, et c'est encore plus vrai dans les combats. Et du coup, il ruse. Ici, par exemple, on va avoir une juxtaposition de gros plans, mais qui rendent bien la violence du combat, et qui en même temps sont quand même beaucoup moins compliqués à mettre en scène qu'un combat au corps à corps entre plusieurs personnages. Mais clairement, Finch, il travaille un max ses pleines pages, et puis le reste a quand même souvent un côté un peu bâclé. Côté scénario, clairement ça casse pas trois pattes à un canard. Les détails sur l'histoire des Dayak et des Minéens, on y a droit à la fin de l'épisode 2, avec cette double page et une plâtrée de texte qui est quand même assez imbuvable. Alors, ceci dit, la série est quand même dans l'ensemble très bavarde. Ça, c'est un reproche qui, en fait, s'applique à la plupart des séries Image de l'époque. Les dialogues, ils sont dans l'ensemble assez navrants, et pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit la faute de la traductrice Sophie Viévard. C'est juste mauvais de base. On a donc un premier arc en 6 épisodes, traduit en France dans les 3 premiers numéros de la série, où il est question d'un ancien dirigeant Dayak qui s'appelle Voïvodule, qui a été banni dans une autre dimension après avoir fait régner la terreur sur son peuple, et qui aimerait bien revenir. Et toute l'intrigue, en fait, va consister à l'en empêcher. Alors, au fil des épisodes, forcément, on voit arriver l'inéluctable, et l'inéluctable, c'est le retour de Voïvodule, et ça va donner un combat final qui est quand même plié en 4 pages. Et là, tu te dis, waouh, 6 épisodes pour en arriver à un final aussi miteux. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Clairement, il y a eu des dissensions entre David Finch et Matt Banning à propos du scénario. C'est d'ailleurs évoqué rapidement dans l'interview. Et Banning va partir en claquant la porte, et d'ailleurs il est plus crédité dans le numéro 6 de la VO. Et puis David Finch, de son côté, au dessin, lui, il est de moins en moins présent au fil des numéros. Sur l'épisode 6, clairement, j'ai pas l'impression qu'il ait dessiné grand-chose. D'ailleurs, il y a 3 autres dessinateurs qui sont crédités sur cet épisode. On a Brian Ching, Randy Green et Billy Tan. Et il va se faire de plus en plus rare encore par la suite. Et du coup, comme ces planches, c'était quand même à peu près le seul intérêt de la série, ça va quand même devenir pénible à lire assez vite. Et à partir du numéro 14 en VO, Finch est même plus crédité en tant que scénariste. Il est remplacé par David Quinn, qui avait coécrit quelques-uns des épisodes précédents, et qui reprend donc entièrement la série en main, mais sans que ça s'améliore pour autant d'ailleurs. Bref, comme je le disais, l'intégralité de la série a été publiée en France par Semic,
11 numéros plus un numéro 0. Le dernier numéro est paru en mai 2000 et ça n'a jamais été réédité depuis. D'ailleurs, même aux États-Unis, la série a jamais été rééditée en trade paperback. Il y a eu à l'époque 2 numéros Collected Edition qui rééditaient les 4 premiers numéros de la série, et puis c'est tout. Après, c'est des numéros qui se trouvent encore aujourd'hui relativement facilement pour pas très cher. Est-ce que ça vaut le coup pour les fans de David Finch, il me semble que les premiers numéros valent le coup d'œil. Le reste, on peut gentiment oublier. Mais n'empêche qu'à l'époque, Comic Box en a fait sa BD du mois, comme on va le voir à la toute fin de cette vidéo. Et on revient d'ailleurs à Comic Box avec un article sans intérêt en ce qui me concerne, le choc des titans, ou qui c'est qui est le plus fort, Hulk ou Green Lantern, avec un comparatif des forces et des faiblesses de chacun, et au final, attention je spoil, Green Lantern déclaré vainqueur probable. Bon, outre le fait que c'est le genre de choses dont je me fous royalement, là en plus, j'ai cherché en vain ce qui, dans le corps de l'article, peut laisser penser que c'est Green Lantern qui sortirait vainqueur de ce combat. Ça n'a donc aucun intérêt, mais ça va malgré tout devenir une rubrique récurrente. On passe à la rubrique contrôle d'identité, quand Comic Box passe au crible les meilleurs artistes de la BD américaine, avec un article consacré à Ian Churchill. Un article très court qui fait seulement une page. En même temps, Churchill, il n'a pas 20 ans de carrière derrière lui à l'époque. Il a débuté chez Marvel en 94-95, et on a aussi droit à une petite présentation de la nouvelle série qu'il dessine, et dont le numéro 1 paraît en juillet 1998 chez Panini, The Coven. The Coven, c'est quoi ? C'est une série qui est donc dessinée par Ian Churchill et qui est écrite par Jeff Loeb. Et en France, c'est le premier titre à apparaître chez Panini sous le label Génération Comics. Et c'est donc le premier titre non Marvel qui publie, en l'occurrence c'est un titre Awesome Comics, la boîte que Rob Liefeld a créée avec Jeff Loeb après son départ de chez Image Comics. Et pour le premier numéro de la série, Panini proposait même 2 éditions avec 2 couvertures différentes, une régulière qu'on trouvait en kiosque et celle-ci qui est une collector à tirage limité qu'on trouvait en comic shop. Tirage limité à combien, ça, c'est pas précisé. Mais The Coven, à l'origine, c'est des personnages que Ian Churchill a créés 10 ans plus tôt. C'est une équipe de personnages ésotériques et un peu borderline. On a Scratch, qui est un prêtre possédé par un démon. On a Phantom, qui elle est âgée de 300 ans et qui est mi-humaine, mi-vampire. On a Spellcaster qui est une sorcière, et on a Black Mass qui lui est le leader de l'équipe et dont les origines en fait remontent à la Genèse dans la Bible. Et puis on a un 5e membre qui va venir s'ajouter dès le premier épisode, Christina Baker, qui est une jeune étudiante qui va tomber par hasard sur le Coven et qui va être plus ou moins obligée de les suivre. Et dans ces premiers épisodes, le Coven affronte une autre équipe, le Pintade, qui cherche à mettre la main sur 5 artefacts religieux qui leur donnerait le pouvoir de transformer radicalement le monde. Et donc, à partir de là, pif paf, la bagarre. Le premier numéro VF de The Coven contient les 2 premiers épisodes VO, et il contient aussi un court récit
qui était paru dans Awesome Holiday Special numéro 1, qui sert en fait de prologue à la série et qui présente le personnage de Scratch, le prêtre démon. Clairement, The Coven, c'est pas une série qui se distingue vraiment du tout venant des productions de l'époque, mais elle bénéficie au moins de la présence de Jeff Loeb au scénario. Les premiers épisodes introduisent une bonne dizaine de nouveaux personnages, et Jeff Loeb parvient à leur donner un minimum de personnalité, d'épaisseur et de motivation. Après, le récit avance tellement vite que tout ça reste quand même assez basique, mais au moins on croit un minimum au personnage. Côté dessin, c'est du Ian Churchill des débuts, donc très influencé par Jim Lee, d'autant plus qu'il est ancré par Norm Rapmond, qui a une technique très proche de celle de Scott Williams. Côté découpage, on va privilégier le spectaculaire, avec quand même un bon paquet de pleines pages ou de doubles pages dans chaque épisode. Et puis, l'idée aussi, c'est de mettre le plus de femmes dénudées dans chaque épisode. Là encore, ça sent quand même bien les comics de son époque. Le premier arc qui est bouclé en 4 épisodes. Alors encore une fois, c'est trop court pour une histoire qui se veut quand même quasiment apocalyptique. Et puis, la fin donne quand même méchamment l'impression d'être précipité. Ensuite, entre les numéros 2 et 3 de la VF, il va se passer quasiment 2 ans. Le numéro 2 sort en septembre 1998 et le numéro 3 en juillet 2000. Je suppose que le retard s'explique par les gros problèmes éditoriaux qu'a connu Awesome aux États-Unis à l'époque. On a donc ici les 2 derniers épisodes de la première série, plus un bonus un peu curieux. L'histoire qui se déroule dans les épisodes 5 et 6, elle a pas grand chose à voir avec l'histoire précédente. On y suit Phantom qui se rend à la Nouvelle-Orléans pour venir en aide à une amie et qui se fait kidnapper par des gobelins. Et ensuite, on a Spellcaster et Scratch qui partent à sa recherche et qui débarquent dans un bordel. Voilà. Encore plus que dans les épisodes précédents, là il s'agit visiblement pour Ian Churchill de mettre en scène le plus possible de femmes en petite tenue au mètre carré. Et alors, mention spéciale quand même à la fin de cet épisode pour le relooking extrême auquel a droit Phantom. J'avoue que ce genre de bikini, il fallait oser. Alors, l'épisode suivant continue dans le même registre, avec Spellcaster qui, elle aussi, a droit à sa tenue ultra légère, et Jeff Loeb qui boucle son intrigue très très vite. En bonus de ce numéro 3, les 2 épisodes étant plus courts que les précédents, on a droit à 2 courts récits supplémentaires qui reviennent sur les origines de 2 des membres du Coven, Christina Baker et Scratch, et qui sont présentés en noir et blanc. Alors, ça permet d'apprécier le détail des crayonnés de Ian Churchill. Par contre, sans couleur, c'est quand même pas d'une lisibilité extraordinaire. Ce qui est un peu curieux, c'est que ces épisodes ont bien été publiés aux États-Unis en couleur, dans un one-shot intitulé The Coven Dark Origins, et je sais pas du tout pourquoi Panini a opté pour cette version noir et blanc, et on n'a d'ailleurs droit à aucune explication de leur part. 2 mois plus tard, en septembre 2000, paraît ce qui sera le dernier numéro français de la série, et là on a droit aux 2 premiers épisodes de la seconde série The Coven, toujours par Jeff Loeb et Ian Churchill.
L'histoire, cette fois, elle tourne autour de la mort de Pentacle, qui était la compagne de Black Mass et qui l'avait trahi pour rejoindre le Pentad. Elle avait été grièvement blessée à la fin de l'épisode 4. Là, elle est morte. Sauf que Black Mass va se voir offrir une chance de la retrouver, à condition qu'il accepte de rendre service à Satana, la fille de Lucifer. Au passage, très jolie planche avec des effets d'ombre qui rappellent pas mal le style d'Arthur Adams. Black Mass, évidemment, va accepter le marché et il va devoir s'introduire dans la forteresse de Suprême. Alors, Suprême, on en reparlera le mois prochain, c'est vraiment le personnage central de l'univers Awesome. C'était un personnage créé par Rob Liefeld au début d'Image Comics et qui va être complètement réinventé par Alan Moore. On en reparlera dans la prochaine vidéo consacrée à Comic Box. Donc, Black Mass se retrouve face à Suprême et évidemment, ça va très vite bastonner. Et ça donne un épisode tout à fait sympa où Jeph Loeb s'amuse avec quelques-uns des éléments introduits justement par Alan Moore. Par contre, pour le coup, Panini nous a fait une énorme couille sur cet épisode. L'épisode commence ici, sur la page de droite, et puis on a cette deuxième splash page, sauf que elle est quand même un peu bizarre cette page, parce que on voit bien Black Mass coller un pain à Suprême. Par contre, de Suprême, on voit que un bras, une jambe, et puis un bout de cap. Et plus bizarre encore, on a un dialogue de quelqu'un qui se trouve hors champ. Et du coup, on se demande si c'était pas une double page à l'origine. Eh ben si. Sauf que la deuxième moitié de cette double page, elle est 6 pages plus loin. Voilà. Panini s'est emmêlé les pinceaux et ils ont publié l'épisode dans le désordre. Du coup, pour lire l'épisode normalement, il faut lire les 2 premières pages, il faut sauter les 6 suivantes. Là, l'histoire, elle continue pendant 8 pages. Une fois qu'on arrive là, demi-tour, marche arrière, on revient au début, on lit les 6 pages qu'on a sautées, et on revient enfin ici pour boucler l'histoire. Bravo Panini. Et c'est donc sur ce magnifique loupé que se terminent les aventures de The Coven en France. Aux États-Unis, ce deuxième volume a eu droit à un 3e numéro, qui a donc jamais été traduit en France, et puis ça s'est arrêté. Il y a eu une tentative de relancer la série chez Avatar Press en 2001, mais sans Jeph Loeb et sans Ian Churchill. On a eu 2 numéros de la série The Coven Dark Sister, plus il y a eu une paire de one-shot, et c'est pas allé plus loin. Comme pour Ascension tout à l'heure, tout ça n'a jamais été réédité depuis, ni en France, ni aux États-Unis, mais au moins pour la VF, ça se trouve là aussi assez facilement d'occasion et pour pas très cher. Revenons à Comic Box et on va en terminer avec ce premier numéro. On va aller assez vite sur les dernières rubriques. On a un courrier des lecteurs qui fait suite à l'apparition du numéro 0 de la revue que j'ai jamais vu. Si quelqu'un en a un exemplaire, je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. On a ensuite 2 pages sur quelques figurines, t-shirts et autres merchandising. On a des critiques ciné. On a une page sur le très chouette dessin animé Batman Beyond. Un truc par contre sans intérêt sur le premier film X-Men qui sortira que 2 ans plus tard,
Du coup, on s'amuse à spéculer sur le casting, et évidemment, à part Patrick Stewart dans le rôle du professeur X, le reste, c'est du flan. On a une page sur les jeux vidéo, et on en a une autre sur quelques sites internet. Là, on est vraiment au tout début d'Internet en France, et du coup, je me suis amusé à tester les adresses pour voir si certains sites existaient toujours. Alors, c'est le cas pour le premier, qui s'appelle maintenant Coming Attractions, qui est consacré aux news ciné. Et alors, le dernier, lui aussi, il existe toujours. Alors, c'est du site internet à l'ancienne, hébergé chez .com. Ça a visiblement pas été mis à jour depuis le siècle dernier, mais on peut toujours consulter ces pages. On passe au guide de lecture, 2 pages qui recensent toutes les sorties du mois de juillet 1998. Et les sorties du mois, c'est du kiosque et rien d'autre. Pas de sortie en librairie. On a principalement 2 éditeurs, Panini qui sort 15 titres, et Semic avec 8 titres, plus un petit éditeur, Chaos, qui publiait Lady Death et Evil Ernie. Là, par contre, j'ai rien à vous montrer, j'ai revendu ça il y a très longtemps. La BD du mois, on l'a vu, c'est Ascension. Et pour les autres titres, on a droit à une présentation très sommaire. En général, ça tient en une phrase. Et puis, on a un petit phylactère en guise de note, avec Sneaked si c'est très bon, Wa si c'est lisible, et Arg si c'est de la merde. À part les choses dont j'ai déjà parlé, j'ai pas noté de choses renversantes. Il y a bien chez Semic le Batman hors série numéro 7, qui présente le crossover Batman Captain America, écrit et dessiné par John Byrne. Celui-ci, je l'ai eu, mais je l'ai plus. C'est pas un récit très intéressant dans mon souvenir. Sur le fond et sur la forme, ça fait pas mal penser à son Superman Batman Generations, que Urban Comics a publié l'an dernier, et qui date grosso modo de la même époque. Ça a dû paraître 2-3 ans avant. Une nouveauté qu'on peut signaler, c'est le premier hors-série, Darkness. Alors, en fait, apparemment, il est plutôt sorti en août, si j'en crois le dépôt légal, mais bon, comme il apparaît dans cette liste, autant le traiter tout de suite, surtout que ça va aller assez vite. Il s'agit en fait de la traduction des 2 premiers numéros de Tales of the Darkness, écrit par Brian Aberlin et Malaki Coney, et dessiné par Will Sportazio. Alors, le principe est le même que pour les Tales of the Witchblade. Il s'agit d'histoires qui se déroulent à d'autres époques que la série régulière, et qui mettent en scène un autre hôte du Darkness. Et en l'occurrence, ces 2 épisodes s'annonçaient plutôt bien, puisque ils se déroulent dans l'espace, à une époque où Darkness a conquis l'univers, et une équipe est envoyée dans sa base spatiale pour tenter de l'éliminer. Donc ça se présentait bien, avec un côté alien totalement assumé, et en fait, pas du tout. Ça donne un récit confus au possible, où on a un mal de chien à comprendre qui est qui fait quoi, et surtout, pourquoi. Alors, on finit par comprendre à peu près que l'héroïne de ce récit, c'est la fille d'une femme qui a combattu Darkness, qui est morte, mais en fait, non, elle n'est pas morte, elle sort de nulle part et elle revient à la fin de l'histoire, et la nana, elle est là pour tuer Darkness, mais en fait, elle l'aime, mais tout ça, c'est un piège, c'est un bordel invraisemblable, et franchement, la narration de Will Sportazio, elle n'aide pas à s'y retrouver, bien au contraire. Donc ouais, c'est quand même assez calamiteux. Plus intéressant, chez Panini Comics,
Marvel Mega numéro 6, qui propose la première moitié de la mini-série Code of Honor. La suite est fin, elle paraîtra en octobre 1998 dans le numéro suivant. Alors, Code of Honor, c'est quoi ? C'est la suite de Marvels, la mini-série de Kurt Busiek et Alex Ross. Mais sans Kurt Busiek et sans Alex Ross. Au scénario, on a Chuck Dixon, et au dessin, ils sont quand même une bonne demi-douzaine à se relayer. Tristan Shane, Brad Parker, Vince Evans, Therese Nielsen, Derrick Gross, Bob Wakelin et Paul Lee. Marvels racontait donc les débuts de l'univers Marvel, depuis ses origines en 1939 jusqu'à la mort de Gwen Stacy, et le tout raconté par un reporter photographe. Et Code of Honor va raconter la suite, c'est-à-dire du début des années 70 jusqu'à la fin des années 80 et l'event Inferno. Et l'histoire est cette fois racontée du point de vue d'un flic, Jeff Piper, qui est un jeune flic au début de l'histoire et qui va donc faire carrière au milieu des super-héros. Chuck Dixon insiste beaucoup plus sur le côté sombre de l'univers Marvel de cette époque, où le crime et la drogue sont quand même beaucoup plus présents dans les rues de New York. Et puis, les héros eux-mêmes utilisent des méthodes de plus en plus radicales, en tout cas au moins pour certains d'entre eux. Il y a en particulier deux personnages qui reviennent tout au long de cette histoire. Le premier, c'est le Punisher, qui, à lui seul, symbolise tout ce qui a changé dans l'univers super-héroïque Marvel à cette époque. Et puis, il y en a un autre, c'est Angel, qu'on voit régulièrement survoler la ville, et qui, lui, symbolise ce côté inatteignable des super-héros, au-dessus de tout, comparé surtout au flic Piper, qui lui est coincé en bas, où il affronte le crime au quotidien dans ce qu'il a de plus terre à terre, et où il est souvent quand même amené à nettoyer le bordel que les super-héros ont laissé derrière eux. Côté scénario, Chuck Dixon fait un boulot assez intéressant. Il fait déjà une bonne synthèse de ces 2 décennies de l'univers Marvel, et il réussit à en faire un ensemble assez cohérent, en parallèle au côté super-héroïque du récit, et qui revisite quelques histoires classiques. Et puis, dans le même temps, Dixon développe également la vie privée de son flic, sa rencontre avec une jeune femme qui a ni les mêmes origines, ni la même religion que lui, et il parle des tensions que ça va créer avec ses parents, et puis ensuite la vie de famille au quotidien, la difficulté d'être une femme de flic, etc. Et tout ça est assez bien mené, et ça ancre le récit dans une certaine réalité. Côté dessin, c'est plus compliqué. Alors déjà, le fait qu'il soit 7 artistes à travailler sur 4 épisodes, ça crée quand même d'assez gros contrastes d'un épisode à l'autre. Et puis clairement, aucun des 7 est au niveau d'Alex Ross. On a parfois des planches qui ont l'air d'être des photos retouchées, et ce qui donne quand même quelque chose de pas du tout dynamique. Et puis, quand ils essaient de rendre les super-héros de manière réaliste, ça donne quand même souvent des choses vraiment pas très belles. Et c'est dommage parce que, encore une fois, Dixon fait du bon boulot, mais clairement, il lui manque son Alex Ross. À ma connaissance, Code of Honor a jamais été réédité en France. Si vous trouvez ces 2 numéros de Marvel Mega à petit prix, à mon avis, c'est pas une mauvaise lecture, même si, en particulier graphiquement, ça tient pas la comparaison avec Marvels.
Pour finir sur les sorties du mois, ce qu'on peut noter quand même, c'est que les grands absents de ce guide de lecture, c'est les séries DC Comics. Les 2 seuls titres qui leur sont consacrés, c'est le hors-série Batman dont je parlais tout à l'heure, et puis c'est le numéro 2 de JLA. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, puisque, spoiler alert, la JLA fait la couverture du numéro 2 de Comic Box. Et puis enfin, on termine ce premier numéro avec une rubrique qui va devenir un incontournable de la revue, Dr Psycho, le psychanalyste des super-héros. Et le premier sujet, c'est l'identité secrète, un nid à névrose. Un article dans lequel le bon docteur revient donc sur l'obsession de la plupart des super-héros de dissimuler à tout prix leur identité secrète, en prenant en particulier les exemples de Spider-Man et de Superman. Et il va donc s'interroger sur ce qui les pousse fondamentalement à faire un tel choix. Protéger leurs proches, oui, mais pas que. Dr Psycho, ça fait vraiment partie des chouettes rubriques régulières de Comic Box que je prenais plaisir à lire à chaque nouveau numéro. On a donc fini avec ce premier numéro historique, donc, même si, niveau qualité, il reste beaucoup de choses à améliorer, ce qui va commencer à être fait des numéros suivants, qui est bien meilleur à tout point de vue, et dont on parlera donc dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite, et rendez-vous dès vendredi pour la vidéo consacrée à Fathom. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.